Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on est le 8 mars 2026. La Journée internationale des droits des femmes, exactement. C'est ça. Et ben, pour l'occasion, on aurait pu choisir de décortiquer, je sais pas, une pile de rapports économiques, Ou d'analyser des statistiques mondiales sur les inégalités salariales, ouais. voilà, ou même d'éplucher des essais sociologiques hyper denses. Mais on a choisi une toute autre direction, en fait. Une direction beaucoup plus littéraire, on va dire. Absolument. La source qu'on étudie aujourd'hui, c'est un texte unique. C'est vraiment très court. Ça se lit en quelques minutes à peine. Ouais, mais la densité émotionnelle et intellectuelle qu'il contient, elle est juste frappante. Totalement. Le texte s'intitule Hommage à la femme et c'est signé par un auteur nommé Yuba Coulibaly. C'est un document fascinant. Alors, notre mission aujourd'hui, avec cette plongée au cœur du texte, c'est de comprendre sa mécanique. Comment est-ce qu'on réussit à parler de l'humanité tout entière, tu vois, à aborder des thèmes aussi universels. Tout en gardant une tonalité ultra intime. Exactement. On a presque l'impression de lire le journal personnel de quelqu'un. Et surtout, la grande question, c'est comment il arrive à esquiver les clichés habituels qu'on nous sert un peu trop souvent chaque 8 mars, quoi. C'est le grand défi de ce genre de mage, en effet. D'accord, décortiquons cela. On a sous les yeux un texte qui jongle vraiment constamment entre la tribune publique et la lettre privée. Et c'est justement ce grand écart qui rend la lecture si captivante. Pour vraiment saisir ce qui se joue dans cette source, il faut regarder au-delà de la poésie apparente. Il y a une structure cachée. Ouais, il y a une véritable stratégie rhétorique à l'œuvre. Le texte fonctionne un peu comme un entonnoir, ou disons un objectif d'appareil photo. Ok, je vois l'image. On commence avec un plan très large, des concepts immenses, presque abstraits. Et plus on avance, plus la focale se resserre sur du concret. Sur du familier, oui. C'est ça, jusqu'à toucher à l'intime le plus absolu, à la toute fin. Et cette progression, elle n'a rien de hasardeux. Elle sert un propos bien précis. Absolument. Elle permet à l'auteur de redéfinir la notion même de force. On ne définit plus la femme parce qu'elle subit dans la société, mais par sa capacité presque métabolique à transformer le monde qui l'entoure. Et ça commence très fort, hein, dès les premières lignes. Ouais, le ton est donné. L'auteur pose d'emblée, je cite, En ce 8 mars, nous ne célébrons pas seulement une date. Nous célébrons une force, une lumière, une âme, la femme. Une trinité de mots très puissante. C'est ça, il y a un côté très solennel qui frappe fort. Mais tout de suite après, il enchaîne avec une métaphore biologique. La fameuse source de vie. Exactement. Il la décrit comme cette source de vie qui porte l'humanité avant même qu'elle ne respire. C'est une image très organique. Oui, on parle littéralement de l'origine de l'existence, du tout premier battement de cœur. Et c'est pas juste une image poétique en l'air. Non, c'est très calculé. C'est une façon radicale de rappeler que le point de départ de toute l'expérience humaine, de toute notre histoire collective, ça commence dans l'obscurité du féminin. Et c'est un point d'ancrage fondamental pour le reste de son argumentation. Comment ça? En commençant par cette image de la vie portée avant le premier souffle, le texte établit une vérité incontestable, universelle, avant même d'entrer dans des considérations plus sociétales. Il pose des bases irréfutables. Voilà. Mais là où le texte devient vraiment subtil, c'est dans le glissement qui suit immédiatement après. L'auteur commence à parler de la force tranquille. Ah oui, ce concept-là est super intéressant. Et il la définit par une série de transformations. Il parle de celle qui change la douleur en courage, les épreuves en espoir et les sacrifices en avenir. C'est un processus continu, en fait. Exactement. Si on s'arrête là-dessus une seconde, on voit que l'auteur construit un pont direct entre une souffrance initiale et une création positive. Mais attends, je me fais l'avocate du diable une petite seconde là-dessus. Vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, avec ce genre de formulation, de tomber dans une forme de romantisation de la souffrance? C'est une vraie question. Tu sais, ce discours hyper classique qui dit en substance «Oh, regardez comme elles endurent la douleur avec grâce». C'est quand même souvent un piège dans lequel tombent les hommages de ce type. Glorifier le sacrifice, pour éviter d'avoir à le résoudre. Exactement. Glorifier le sacrifice pour ne pas avoir à régler les causes réelles de la douleur. C'est une excellente critique. Et c'est vrai que c'est souvent le cas dans beaucoup de discours institutionnels. C'est le risque du 8 mars, oui. Mais si on regarde de près la mécanique de cette source précise, je trouve que l'auteur évite ce piège. Comment il s'y prend? En insistant sur l'action, ce n'est pas une résilience passive. Le texte ne dit pas qu'elle encaisse la douleur en silence. Non, il dit qu'elle la transforme. Voilà. Il dit qu'elle la transforme en courage. C'est un processus actif, c'est presque alchimique. Une transmutation en quelque sorte. C'est exactement le mot. La douleur, l'épreuve et le sacrifice sont présentés non pas comme une fatalité qu'il faudrait juste accepter, Mais comme une matière première. oui,
Une matière brute qui est retravaillée pour forger quelque chose de nouveau, l'espoir, l'avenir. C'est une nuance super importante. C'est un travail colossal qui exige une énergie folle et non une simple soumission à l'ordre des choses. D'où la juxtaposition fascinante qui arrive juste après dans le texte. L'auteur décrit la femme comme étant la douceur qui apaise les cœurs, mais aussi la puissance qui renverse les montagnes. Le grand paradoxe. J'avoue que cette phrase m'interpelle beaucoup. Culturellement, on nous a tellement habitués à séparer ces deux idées. On les oppose systématiquement. C'est ça. On a la case douceur qui est très souvent associée à une forme de docilité ou de fragilité, Et de l'autre côté, la case puissance. qui est souvent perçue comme agressive, dominatrice et, disons-le, traditionnellement très masculine. Tout à fait. Mais ici, dans ce texte, les deux concepts sont mis exactement sur le même plan, Et c'est là que la redéfinition de la force opère à plein régime. en les fusionnant. En les associant, oui. En associant la capacité d'apaiser un cœur à celle de renverser une montagne, le texte postule que la douceur est, en soi, une force de frappe monumentale. Ce n'est plus une faiblesse. Exactement. L'auteur refuse de diviser la figure féminine. Il ne dit pas qu'il y a des femmes douces d'un côté et des femmes puissantes de l'autre. Il dit que cette dualité coexiste chez la même personne. C'est ça. La flexibilité émotionnelle, la capacité à être le refuge de quelqu'un, tout en ayant la force de bouleverser l'ordre établi, c'est ça la véritable résilience. C'est une vision beaucoup plus complexe. Infiniment plus riche que les caricatures qu'on croise habituellement, oui. Et cette complexité, elle nous amène directement sur le terrain du concret. Parce que renverser des montagnes, c'est bien beau sur le papier, c'est poétique. Mais ça reste abstrait. Voilà. Mais l'auteur ne reste pas perché dans les métaphores abstraites très longtemps, le texte glisse vers la notion de guerrière silencieuse. Et là, on a une énumération d'actions très pragmatiques. Ouais, il parle de celle qui se lève avant l'aube, qui lutte dans l'ombre, qui donne sans compter et qui aime sans limite. On quitte les grands idéaux. On entre dans la cuisine, dans le quotidien, à 5 heures du matin. C'est le moment où la focale dont on parlait au tout début commence vraiment à se resserrer. On passe de l'humanité abstraite au labeur invisible. La fameuse charge. Cette expression, la guerrière silencieuse, elle est lourde de sens. Elle met en lumière toutes ces tâches quotidiennes, souvent répétitives, Non rémunérée et non célébrée, surtout. exactement, qui s'enchaînent dans une indifférence presque totale de la part de la société. C'est devenu invisible à force d'être banal. Et le fait de qualifier cela de lutte dans l'ombre, ça redonne une dignité militaire presque épique à des actions qui sont généralement considérées comme allant de soi. C'est vrai. Mais encore une fois, le terme de guerrière me fait un peu tiquer. Ah, pour quelle raison? Est-ce que qualifier ces actions d'actes de bravoure silencieuse, c'est pas aussi une façon commode pour la société de dire « Bon, on sait que c'est dur, merci pour votre combat, vous êtes formidable. Une tape dans le dos, en gros. » C'est ça, sans pour autant changer les règles du jeu, ni partager la charge de ce combat. C'est un débat de fond tout à fait légitime. Si on sortait du texte, on pourrait tout à fait discuter de la récupération politique de ces termes. Bien sûr. Mais si l'on s'en tient strictement à ce que tente de faire la source ici, l'objectif de l'auteur, c'est de relier directement ce labeur de l'ombre à la survie même de la collectivité. Il fait le pont entre la cuisine et la société. Exactement. Juste après cette énumération, le texte affirme de manière péremptoire. Elle porte la famille, elle construit la société, elle éduque les générations. Une progression logique. L'auteur trace une ligne directe et ininterrompue entre le réveil avant l'aube et l'édifice de la civilisation tout entière. L'argument de la source, c'est que sans cette lutte dans l'ombre, les fondations mêmes de notre société s'effondrent purement et simplement. Ce qui nous amène à cette phrase du texte qui est, à mon sens, la plus percutante de toute notre source. Laquelle? Celle-ci. Elle soigne les blessures invisibles du monde. Ah oui, une phrase magnifique. Quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment fait faire une pause. Soigner les blessures invisibles du monde. C'est pas rien, hein? De quoi on parle exactement ici, selon toi? On parle très clairement du travail émotionnel. C'est bien ce qui me semblait. Gérer les crises existentielles des proches, absorber le stress du foyer, maintenir le lien social quand tout se fissure autour. Rassurer, écouter, C'est un travail de tous les instants qui, on le sait bien, ne produit aucune richesse matérielle évaluable sur un tableau Excel, mais qui évite littéralement au monde de sombrer dans le chaos. c'est la définition parfaite du travail émotionnel. Et le texte lui donne ici une dimension presque curative, mais à l'échelle planétaire. Les blessures invisibles. Ce sont tous ces traumatismes silencieux, ces peurs, ces angoisses, ce découragement qui mine les individus au quotidien. Le poids de la vie, tout simplement. En affirmant que la femme soigne ses blessures, la source rend visible l'invisible. Elle prend quelque chose qui est historiquement considéré comme une inclination naturelle, Le soi-disant instinct maternel. ou l'instinct féminin, oui. Elle prend ça et l'élève au rang de compétence vitale,
d'efforts soutenus et indispensables. Le texte nous dit que le monde est malade, en fait. Il nous dit que le monde est qu'un martanisme blessé en permanence et que sa guérison est un processus continu maintenu à bout de bras par ses actions silencieuses. C'est quand même une sacrée responsabilité qu'on leur met sur les épaules. Et l'auteur continue de creuser cette idée, en décomposant ce soutien invisible à travers des rôles très spécifiques. La déclinaison familiale. Oui, il écrit « Dans chaque victoire humaine, il y a la patience d'une mère, la sagesse d'une sœur, le courage d'une épouse, la détermination d'une fille. » Une symétrie intéressante. Alors là, on entre dans une mécanique super intéressante. Il associe une vertu précise à un rôle familial précis. La mère et la patience, la sœur et la sagesse, l'épouse et le courage, la fille et la détermination. Chacune a son attribut. Mais est-ce qu'en faisant ça, il ne limite pas un peu son propos ? Qu'est-ce que tu veux dire? On a l'impression qu'il définit la femme uniquement par ses liens de parenté, par son rapport aux autres dans la structure familiale. Elle n'existe que par rapport à quelqu'un d'autre. C'est un risque rhétorique évident, on ne peut pas le nier. Si on lit cette phrase de manière totalement isolée, on pourrait y voir une vision très conservatrice. Où la femme n'est qu'un satellite. Exactement, un satellite des autres membres de la famille. Mais si on replace cela dans la progression globale du texte, c'est en réalité une technique redoutable pour forcer l'identification. Ah, ramener le concept à soi. Le cerveau humain a beaucoup de mal à se sentir émotionnellement connecté à des concepts vagues comme la moitié de l'humanité ou les femmes dans le monde. C'est trop grand, c'est flou. En revanche, tout le monde peut visualiser le visage de sa mère, de sa sœur, de sa compagne ou de sa fille. L'empathie devient immédiate. L'auteur fracture le concept abstrait de la femme pour le remplacer par les figures les plus familières de notre quotidien. C'est une manière de dire au lecteur « Les victoires humaines dont je parle, ce sont vos victoires à vous. Et elle n'existerait pas sans elle. Elles n'existeraient pas sans les femmes assises à votre propre table. » Ah, je vois. C'est un moyen de rendre la statistique intime. On ne célèbre plus des données démographiques, on célèbre des prénoms et des visages qu'on connaît. C'est l'objectif. Et une fois qu'il a bien accroché notre corde sensible avec la famille, l'auteur ne s'y enferme pas pour autant. Il reprend soudainement de l'altitude. Le mouvement de balancier continue. Il écrit « La femme n'est pas seulement une présence dans le monde. Elle est l'origine, la force et l'avenir de l'humanité. » On repart sur du très large. Et là, le ton change drastiquement. On bascule dans l'histoire avec un grand H. Il enchaîne « Aujourd'hui, nous honorons celles qui ont combattu pour la dignité. Celles qui ont ouvert des chemins là où il n'y avait que des obstacles. » On quitte le foyer. Complètement. On n'est plus du tout dans le soin silencieux ou la douceur de la maison. On est dans la conquête, dans le défrichement, face aux tempêtes de la vie politique et sociale. Absolument. C'est le pivot historique du texte. L'auteur a besoin de cette étape pour que son hommage soit complet. Sinon, il manquerait une dimension. S'il s'était arrêté à la douceur et au labeur invisible du foyer, l'hommage aurait été, comme tu le disais, incomplet, voire franchement réducteur. Oui, on aurait ignoré les suffragettes, les militantes, toutes les pionnières. En parlant de celles qui ont combattu pour la dignité et ouvert des chemins, la source reconnaît explicitement la dimension pionnière, politique et révolutionnaire des femmes. Celles qui ont affronté l'ordre établi. Pour arracher des droits de haute lutte, oui. Il ne s'agit plus seulement de subir et de transformer en silence. Il s'agit de monter au front. Il s'agit d'affronter les obstacles de front et de forcer le passage pour les générations suivantes. Ce qui prépare le terrain pour la grande affirmation du texte. Le point d'orgue du discours. L'auteur lance cette phrase qui claque comme un slogan de manifestation, une évidence implacable, car lorsqu'une femme se lève, c'est toute l'humanité qui avance. Une phrase magnifique de synthèse. C'est brillant parce que ça résume parfaitement la thèse de l'interdépendance. Il n'y a pas le progrès des femmes d'un côté et le progrès humain de l'autre. Les deux sont une seule et même chose. L'humanité est littéralement incapable de faire le moindre pas en avant si la moitié de ses membres reste entravée. C'est le sommet du discours public de l'auteur. À ce stade de la lecture, on a l'impression d'avoir affaire à un manifeste sociétal parfait pour le 8 mars. Il a tout couvert. Le texte coche absolument toutes les cases, l'univers, l'historique, le sociétal, l'espoir pour l'avenir. Le discours officiel semble clôturé. Et d'ailleurs, l'avant-dernière ligne du texte, c'est « Bonne journée internationale des droits des femmes ». Tout est dit, on pourrait fermer le document et applaudir. Sauf que on arrive à la toute dernière ligne. Et là, tout bascule. C'est là que cette source nous prend totalement à revers. Juste au-dessus du nom de l'auteur, Youba Coulibaly, il y a ces 4 petits mots « Repose en paix, maman ». C'est saisissant. Et quand on lit ça pour la première fois, ça change absolument tout. Tout le grand discours universel qu'on vient de décortiquer s'effondre soudainement pour révéler quelque chose de beaucoup plus petit, de beaucoup plus fragile.
C'est pour ça qu'on parlait de ce grand écart entre l'universel et l'intime dès le début de notre exploration. Quand on arrive à cette chute, on se rend compte que ce n'est pas un discours politique abstrait, c'est une épitaphe. C'est le texte de deuil d'un fils pour sa mère. C'est une bascule vertigineuse, non? Vertigineuse sur le plan analytique, oui. Ces 4 mots agissent de manière rétroactive sur l'intégralité du texte. Ça force à tout relire. Ce qui est fascinant, c'est de reprendre la lecture depuis le début en gardant cette information en tête. Et la perception est totalement différente. C'est tout pour cette exploration approfondie de notre source du jour. Continuez à questionner l'évidence et à très bientôt.